BFM Business, BFM Crypto, les pros. Guillaume Sommerer. C'est votre part hebdomadaire d'avenir pour faire de vous, oui, les témoins du monde qui se construit, les contemporains du futur. Bienvenue à tous, les pros des cryptos, votre épisode hebdomadaire avec nos NFT rien qu'à nous, nos talents non fongibles. Ils sont là, Stanislas Barthélémy. Bonjour Stanislas, senior manager crypto pour KPMG. Thibaut Boutroux aussi nous accompagne pour Meria. Bonjour Thibaut. Bonjour, messieurs, ravi de vous retrouver cette semaine encore. Dans un instant, on va bien sûr parcourir toutes les actualités qui ont fait cette semaine crypto. Mais d'abord, le potentiel technique. On est à un peu plus de 61 000 $ aujourd'hui sur Bitcoin en ce vendredi après-midi. Xavier Fenot est avec nous. Bonjour Xavier. Bonjour Guillaume. Associé d'Interactive Trading. Vous le voyez comment le potentiel technique, Xavier ? C'est vrai que depuis un moment, alors pardon pour le terme technique, mais le marché est quand même assez mollasson depuis le mois d'avril. Avec aujourd'hui, on a sur la capitalisation totale, si on regroupe l'ensemble du marché des crypto-monnaies, un plafond de verre à 2200 milliards de dollars qu'on n'arrive pas en fait à passer. Alors malgré des marchés traditionnels qui sont toujours très haussiers, mais sans vive accélération et qui se cherchent avec une Fed qui finalement ne baissera plus que 2 fois encore ses taux d'ici la fin de l'année. Alors ça c'est selon les marchés qui excluent finalement maintenant les 3 baisses de taux après un chiffre d'inflation aux États-Unis hier qui était supérieur aux attentes. Donc ça renforce en fait le dollar américain, ça limite un peu les initiatives d'achat sur les actifs risqués, même si aujourd'hui le Bitcoin est plutôt en hausse à un peu moins de 2%, et ça renvoie finalement le marché crypto dans son ensemble, dans ce large range dans lequel il est depuis le mois de juillet. Alors sur Bitcoin, c'est même plus long que ça, parce que ça fait depuis le mois de mars que ça traîne. Alors le gros point positif, c'est qu'à chaque petite panique qu'on peut avoir, la baisse est contenue par les grosses mains, et on l'a vu en fait à 3 reprises cet été. Et ça relance même des rebonds sur Bitcoin. On parle de rebonds quand même de 10 000 $ au moins, ça fait 20% de hausse. Et puis finalement, à chaque fois qu'on prend ces 20% de hausse, ça retombe et ça recommence. Alors l'autre point positif, c'est qu'on reste clairement ancré dans cette tendance haussière moyen terme depuis 2023. Donc tant qu'on tient les 40 000 $, ça reste positif. À court terme, on a plutôt les 54 000 $, je le disais juste avant. Dès qu'on revient dessus, il y a une opportunité d'entrée. Après, c'est vrai que beaucoup parlent quand même des élections américaines qui seront peut-être le déclencheur d'un nouveau bull run sur le marché des crypto-monnaies. Bon, sincèrement, je ne vais pas trop me baser là-dessus parce que si c'était vraiment certain, finalement, tout le monde, vous comme moi, Guillaume, on achèterait avant. Donc on aurait déjà finalement un bull run en place par la force des choses. Donc voilà, je reste positif et enthousiaste, mais d'un autre côté aussi réaliste et concret, en recommençant finalement le plus souvent possible les allers-retours, comme c'est le Bitcoin, entre 54 000 et 64 000 $. Et puis même chose d'ailleurs sur les autres crypto-monnaies. Et puis, si on passe finalement ce gros cap des 64 000, 70 000 $, c'est quand même une large zone. Alors là, oui, effectivement, ce serait vraiment le déclencheur, pourquoi pas, d'un beau Noël 2024 en perspective. Xavier Fenot avec nous, Interactive Trading, merci beaucoup. Xavier, alors les cours des cryptos, le potentiel à venir, on va en parler. Et la semaine a été riche avec de nouvelles prévisions, notamment de Standard Chartered, on en parlera tout à l'heure. Le FBI a créé la surprise. Figurez-vous que le FBI lance sa propre crypto. En fait, c'est pour les besoins d'une enquête. On va tout vous expliquer dans un instant. Mais donc, le FBI fait désormais partie, oui, des acteurs crypto, mesdames, messieurs. BNP Paribas, on en parlera également. On parle beaucoup de Société Générale en France, parmi les banques les plus actives auprès de l'écosystème. BNP Paribas est en train peut-être de pousser ses pions, notamment dans la tokenisation, avec une levée de fonds qui a fait du bruit cette semaine. Enfin, Satoshi, qui es-tu ? Satoshi Nakamoto, qui est-il ? Un documentaire a livré une piste cette semaine, piste d'ores et déjà démentie par Peter Todd, que le documentaire désignait comme probable Satoshi Nakamoto. Il a dit non, c'est pas moi. Qui faut-il croire ? Quel impact ça pourrait avoir si un jour Satoshi était démasqué ? On va aussi poser cette question à nos pros des cryptos. C'est votre machine à concentrer l'essentiel. Elle s'enclenche. On est parti pour une grosse vingtaine de minutes. BFM Business, BFM Crypto, les pros. Avec donc Stanislas Barthélémy, en forme Stanislas. Thibaut Boutroux aussi est avec nous. Bonjour Thibaut, en forme aussi Thibaut ? En forme. Prêt messieurs ? Alors c'est parti, la machine se met en branle et s'enclenche. C'est la surprise de la semaine, le FBI est désormais une entreprise crypto. Ben oui, il a créé, le FBI, sa propre crypto. Thibaut, on l'a appris en milieu de semaine, il a lancé effectivement cette crypto dans le cadre d'une de ses enquêtes. On parle bien du FBI. À quoi lui a-t-il servi de créer une crypto ? Ouais, c'est une initiative assez originale que le FBI nous a offert. Alors, l'objectif, en fait, il était assez simple, c'était d'identifier des entités crypto qui étaient frauduleuses et notamment des teneurs de marché. Donc, les teneurs de marché, c'est globalement, pour faire simple, ceux qui organisent la liquidité sur les marchés financiers, et ça existe aussi ce métier sur la partie crypto. Et donc, il y avait des suspicions
sur un sujet de manipulation de marché. L'exemple le plus clinquant, c'est des prix qui vont être maintenus artificiellement hauts pour donner en fait une espèce de sentiment faux aux investisseurs qu'il y a une hype autour d'un token. Et donc pour vérifier ça, le FBI, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé une vraie fausse crypto. Alors une vraie fausse parce que c'était une vraie crypto-monnaie mais qui avait de faux objectifs pour piéger en fait et prendre en flagrant délit les teneurs de marché frauduleux. Et on peut dire que l'opération a été un succès puisqu'il y a 18 personnes qui ont été inculpées à l'heure actuelle, à peu près 25 millions de dollars qui ont été saisis. Et ça montre que on a l'impression souvent que les autorités sont un petit peu à la traîne sur les sujets, sur les crypto-blockchains, mais qui savent aussi s'approprier l'outil pour faire des choses. Effectivement, c'est intéressant. Voilà, ce mouvement, on l'a appris hier, c'est vraiment tout frais. Et des surprises, on en a eu cette semaine, pas qu'à cause du FBI. On a vu une info passer sur Ethereum. Alors je ne sais pas si vous le saviez, peut-être que ça boostera d'ailleurs le cours de l'Ether, on verra, mais Ethereum pourrait bien opérer une nouvelle mise à jour d'ampleur, en l'occurrence, Stanislas. Des mises à jour des blockchains, il y en a beaucoup, c'est quelque chose d'organique. Et on voit la blockchain comme un cahier de transactions auquel on va ajouter des blocs, ce sont des pages avec une certaine temporalité. Et là, la proposition qui est faite, ce n'est qu'une proposition. Si par analogie, on raisonne sur un processus législatif, c'est une proposition de loi, rien de plus. Et la proposition qui est faite est de raccourcir le temps entre les blocs, c'est-à-dire d'augmenter quelque part le nombre de transactions peut absorber le réseau. C'est intéressant à deux titres. Le premier, c'est que jusque-lors, la manière dont on voulait faire grandir la blockchain, c'était par des réseaux annexes, les fameuses layer 2, les réseaux de couche 2, alors que là, on met le focus et l'emphase sur cette phase 1 et 2. La chose qui est aussi intéressante, c'est que ça crée du confort quelque part pour les utilisateurs, puisqu'on sait que s'il y a beaucoup de temps entre les blocs, il y a des arbitrages qui sont possibles entre les plateformes de marché qui sont centralisées et notamment la blockchain. Donc ça crée vraiment un confort. Ce qu'il faut vraiment retenir là-dedans, c'est que ça paraît facile de dire tiens, passons les blocs de 12 secondes à 8 secondes, c'est qu'il y a quand même une incidence. Une blockchain, on peut voir ça comme un compromis permanent entre d'un côté de la décentralisation de la sécurité et de l'autre la volumétrie, faire beaucoup de transactions. Et donc quand on bouge le curseur plutôt vers plus de transactions, attention aux impacts que ça peut avoir sur cette sécurité du réseau. Ça veut dire que derrière, il y a des gens qui ont des nodes, des nœuds, et donc il y a du hardware, c'est-à-dire du matériel, et il faut s'assurer que c'est pas au détriment de la décentralisation. Attention à pas casser le jouet. Mais ça va plutôt dans le bon sens et c'est pas antinomique. On peut jouer sur les réseaux de couche 2 tout en faisant grossir le gâteau de la couche 1. Oui, et vous le dites, ça n'est à ce stade qu'une proposition. Qui décidera si cette mise à jour va entrer véritablement en œuvre? C'est toute la difficulté des réseaux blockchain, c'est que c'est un écosystème. C'est pas, je parlais tout à l'heure de l'analogie d'un processus législatif, il y a un gouvernement des députés. Là, ce sont autant les entreprises que les développeurs qui touchent au protocole que les utilisateurs qui, en étant quelque part vocaux, peuvent tout à fait jouer sur le projet technologique. Donc à voir comment l'écosystème va prendre, mais il y a plutôt de l'intérêt positif sur cette proposition. Oui. En tout cas, puisqu'on parle d'Ethereum, parlons des ETF Ether aussi, qui ont vu le jour il y a maintenant plusieurs semaines et qui ont encore connu cette semaine de très très faibles volumes. Autant les ETF Bitcoin ont beaucoup attiré, autant les ETF Ether, c'est pas le cas. Est-ce que c'est de mauvais augure, Thibaut, pour de futurs candidats à des ETF spot comme Solana ou XRP? Est-ce qu'on se dit, compte tenu des difficultés des ETF Ether, que ça va être peut-être encore plus dur pour Solana et XRP d'avoir des ETF qui auraient du succès sur le marché, d'après vous? En tout cas, sur l'intérêt des gestionnaires d'actifs et des institutionnels, vraisemblablement pas, puisqu'on a encore eu une candidature cette semaine pour un ETF XRP de Canary Capital. En fait, il faut vraiment comprendre, on est au tout début de la narrative ETF crypto. C'est un marché qui est encore jeune, auquel on promet un potentiel intéressant. Et donc, pour certains gestionnaires d'actifs, la question est juste de savoir à quel niveau ils positionnent leur ratio risque-profit ou risque-opportunité. Et à ce moment-là, il y a plusieurs gestionnaires d'actifs qui sont enclins à se dire à ce moment-là, c'est intéressant de se positionner parce que la chose qu'on sait, c'est que ceux qui se positionnent le plus tôt et qui prennent le plus de risques sont, si ça se passe bien, ceux qui prendront le plus de profit. Et donc, naturellement, on voit un certain nombre de gestionnaires d'actifs qui sont en train de revoir leur copie, même si on sait bien qu'actuellement, le contexte n'est pas du tout propice à une approbation d'un ETF, que ce soit pour Solana ou pour XRP, sur du très court terme. Mais on sait aussi que la tendance, elle peut s'inverser très rapidement. On l'a vu récemment avec Ether. Au début, il était très pressenti, puis après, plus du tout. Puis après, ça s'est accéléré très vite. Donc, on sait que le marché peut se retourner très rapidement et qu'il peut y avoir des changements politiques.
qui plus est avec des potentiels changements aussi à la SEC, avec un peut-être départ de Gensler et peut-être quelqu'un de plus enclin à accepter et à pousser la crypto. Donc, c'est pas surprenant de voir des gestionnaires d'actifs et vraisemblablement, en tout cas, l'intérêt auprès des institutionnels ne baisse pas. Effectivement, alors c'est les pros des cryptos. Chaque jour, effectivement, on regarde, on ausculte l'état de cet écosystème. Votre machine, en 20 minutes, a concentré l'essentiel. Et en ce vendredi après-midi, on n'a qu'une chose à dire. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Dans les stablecoins, Tether fête ses 10 ans, figurez-vous. Il aurait dû y avoir une petite musique bon anniversaire, mais elle n'est pas partie. Certains atteignent d'ailleurs l'âge de raison seulement à l'âge de 10 ans. C'est peut-être le cas de Tether, ce stablecoin, donc il y a maintenant 10 ans, parce que face à Mika, Tether, je vois un peu les gros bras. Ah, compliqué, Mika. Ben non, finalement, Tether va s'adapter à la réglementation européenne. Tether va rentrer dans le rang, en quelque sorte. Ils ont annoncé qu'ils allaient adapter leur technologie à Mika. Est-ce que ça montre, qu'est-ce que ça montre? Que l'Europe, même si elle vieillit, reste incontournable? Que Tether aurait beaucoup plus à perdre qu'à gagner à contourner Mika? Comment vous interprétez cette volte-face quelque part de Tether, Stanislas? Il s'agit bien d'une volte-face parce que Guillaume, vous avez raison de préciser qu'au tout début, il y avait une position très dure vis-à-vis de la réglementation européenne sur les stablecoins, donc quelque part une volonté de dire on peut faire sans l'Europe. Et ce revirement est intéressant. Alors de là à dire que il y a un choix, on va dire business, c'est à méditer quelque part, mais il y a un revirement et ils prennent le prisme de la technologie alors que la réglementation Mika, c'est avant tout quelque chose de réglementaire. Ils disent qu'ils vont proposer une solution technologique. En réalité, pour d'abord émettre un stablecoin en Europe, il faut une entité en Europe, un établissement de monnaie électronique et ensuite quelque chose de technologique. Mais le prisme juste, on a une solution technologique est assez surprenant. Donc il y a un questionnement derrière ça. Ce qui est sûr, c'est qu'adresser le marché européen, quand on fait, c'est toujours pareil, politiquement on est peut-être un peu plus faible, mais économiquement, si on additionne les PIB des pays, c'est quand même une grosse entité économique. Donc c'est sûr que faire fi de l'Europe, c'était pas forcément une bonne chose, et ce pragmatisme est plutôt bienvenu. Après, à voir comment ils vont le faire, parce que c'est encore beaucoup d'incertitudes. Voilà, l'âge de raison à 10 ans. L'essentiel, c'est de l'atteindre à un moment ou à un autre. Certains ne l'atteignent jamais. Bon, la Tether, 10 ans. Donc peut-être sur Mika, une volte-face à venir. L'info de la semaine, nous savons qui est Satoshi Nakamoto. Chris, le réalisateur de l'émission, sait qui il est. Il l'a démasqué depuis longtemps. Chris, peux-tu nous dire qui est Satoshi, s'il te plaît? Je vois bien Stanislas ou Thibaut. Pour moi, c'est l'un ou l'autre, un de tes invités, Guillaume. Oui. Messieurs, l'un de vous confirme-t-il être Satoshi Nakamoto? Thibaut, êtes-vous Satoshi Nakamoto? Je dément formellement. Satoshi aussi démentirait. C'est peut-être le signe que c'est vous. Et vous, Stanislas, est-ce que vous démentez aussi? Je dément aussi. C'est bien l'un d'entre vous, alors. Bon, vous êtes, messieurs, aussi efficaces que discrets l'un et l'autre. C'est un peu le portrait robot que je me fais de Satoshi Nakamoto. Et comme Chris, j'ai peu à peu tendance à penser que l'un d'entre vous se cache. Mais enfin, partons de l'hypothèse que ce n'est pas vous. On a eu un documentaire cette semaine qui nous indiquait que Satoshi était un autre que vous, messieurs, à savoir Peter Todd. Oui, ce documentaire, il a fait grand bruit dans l'écosystème et c'est vrai que tout le monde se demande depuis toujours qui a créé et fondé le Bitcoin. Peter Todd a nié, il a démenti, comme vous d'ailleurs, messieurs. Est-ce qu'il faut croire son démenti? Stanislas? C'est une question de croyance et presque de religion. Il ne faut pas oublier que Bitcoin, c'est une figure mythifiée, tutélaire qui a créé ça, un texte biblique avec le white paper, et donc on est de l'ordre de la croyance. Moi, j'aime bien penser que c'est Alfiné, mais chacun a sa réponse. Thibaut, est-ce qu'il faut croire son démenti à Peter Todd? Moi, j'ai pas de raison de ne pas le croire, mais globalement, c'est pas forcément. Pour le coup, je suis quelqu'un de très curieux, mais c'est pas un mystère qui m'intéresse celui-ci, et je me porte bien sans savoir qui c'est. Tout de suite. C'est peut-être l'un d'entre vous quand même, et avec Chris, on garde cette hypothèse et on va continuer d'enquêter. Personne ne peut exclure à 100% l'hypothèse que Satoshi se cache derrière l'un de nos deux experts aujourd'hui, des pros des cryptos. Alors tout ça fait aussi l'objet de la question crypto qui claque. Chaque semaine, on pose une question qui fâche sur nos réseaux sociaux, notre fil X, BFM Crypto notamment. Stanislas et Thibaut, êtes-vous prêts? Prêt. Voici la question de la semaine. Si l'identité de Satoshi Nakamoto était vraiment révélée un jour, le cours du Bitcoin, selon vous, s'effondrerait, première option, se stabiliserait, deuxième option, ou troisième option, le cours du Bitcoin monterait encore et peut-être de plus en plus. Cette question, vous êtes déjà nombreux à tenter d'y répondre, effectivement, sur notre fil XBFM Crypto. Stanislas, Thibaut, je vous laisse un instant de réflexion. Si Satoshi était un jour démasqué, comment le cours du Bitcoin réagirait-il? Stanislas. Cela s'effondrerait. Ah oui. Thibaut. Je pense aussi. Après, ça dépend
quelle est la révélation, puisque si on apprend que c'est quelqu'un qui est décédé ou qui ne peut plus avoir accès au Bitcoin, je ne pense pas qu'il soit si bien. Effectivement. Alors vous aussi, chez vous, vous avez sans doute un avis. Laissez-nous surtout vos arguments en commentaire. On essaie chaque semaine dans les pros de rebondir dessus. Il s'effondrerait le Bitcoin si on découvrait qui était Satoshi, vraiment, vous croyez ? Du moins à court terme, parce que mon avis, c'est que Bitcoin est la neutralité incarnée. Ne sachant pas si le créateur est français, chinois, canadien, américain, c'est ce qui fait la force de Bitcoin. Si demain on connaissait, on va dire, l'identité du créateur, on irait chercher les biais de cette personne et teinter le projet. Aujourd'hui, pour moi, Bitcoin, c'est encore une fois la neutralité incarnée, ce qui fait que tout le monde peut l'utiliser. Oui. Vous avez une idée ou vous soupçonnez quelqu'un d'être Satoshi Nakamoto comme ça ? Vous avez une idée en tête sur un candidat privilégié ou pas ? Alors ça semble plus être la thèse privilégiée, mais moi j'aime beaucoup Alphine pour ses combats et le côté précurseur aussi de... Bon. On vous pose la question ou pas, Thibaut, puisque ça vous intéresse pas de savoir vous qui est Satoshi ? Ou on vous la pose quand même ? Moi, j'ai du mal à imaginer que ce soit une seule personne. Pour moi, ça reste quand même un groupe ou plusieurs personnes du moins. Parce que c'est quand même la combinaison de pas mal de sujets, donc j'aime à croire ça. Intéressant, effectivement. Bon, on regarde en tout cas pour anticiper les cours des cryptos aussi les prévisions des grandes banques et des institutionnels qui se trompent souvent, mais ça n'empêche pas d'avoir une forme d'œil curieux sur ce qu'ils nous disent. Standard Chartered a actualisé ses prévisions cette semaine et alors eux, ils voient en 2025 une explosion à la hausse des cours, Thibaut. Un Bitcoin à 200 000 dollars dès 2025, le Bitcoin, et un Ether à 10 000. Quels sont leurs arguments ? Les arguments, ils sont pas très nombreux. Hein. Enfin, ils abordent des arguments qui sont un petit peu bateaux et généralistes. Hein. Une augmentation de l'adoption, une collecte qui va augmenter sur les ETF, une rarification de l'offre. Donc finalement, des choses qu'on sait et qui sont pas des arguments révolutionnaires. En revanche, ce que j'aime bien moi dans ces prévisions-là, qui sont toutes plus farfelues les unes que les autres, et on va en avoir bientôt qui vont nous promettre un Bitcoin à 1 million, d'autres qui vont nous le promettre à 0. Ça, c'est le lot de toute la narrative qui se recrée autour de crypto. Mais ça montre en tout cas qu'il y a un intérêt qui est de nouveau en train de reprendre sur les cryptos. Ce sont des signaux faibles qui disent que si les institutionnels, si tous ces analystes ont de nouveau envie de parler de crypto, ont de nouveau envie d'annoncer ce genre de chiffres pour faire du bruit, ça veut dire que le sujet intéresse de nouveau, et donc ça, c'est plutôt intéressant. Effectivement. En tout cas, pour Standard Chartered, donc le Bitcoin atteindrait 200 000 dollars, pourquoi pas, en 2025, à prendre bien sûr avec beaucoup de pincettes. On va regarder, comment vous avez voté, vous tous, à cette question crypto qui claque sur notre fil X BFM Crypto. Si Satoshi était démasqué, comment le Bitcoin réagirait-il ? Vous êtes comme Stanislas, 54% à penser qu'il s'effondrerait probablement dans un premier temps. Vous êtes 26% à penser qu'il monterait encore. N'hésitez pas à continuer de répondre et à nous laisser vos arguments en commentaire. Il y a peut-être un signe à venir de bull run quand même. Il se trouve que MicroStrategy, sur les marchés en bourse, a touché un plus haut historique cette semaine. Est-ce que les cours de bourse peuvent préfigurer l'évolution à venir des cours des cryptos, Stanislas ? C'est une possibilité. C'est-à-dire que MicroStrategy a quand même un cours de bourse qui est largement corrélé au prix du Bitcoin. Pourquoi ? Ils ont accumulé à peu près plus de 250 000 bitcoins, soit plus d'1% du total en circulation, ce qui fait environ 16 milliards de dollars. Donc c'est un peu moins de la moitié de leur cours de bourse qui s'explique par ça, mais c'est surtout, on va dire, l'ambition sans cesse renouvelée du patron Michael Saylor, qui est de continuer à avaler des bitcoins, parce que lui, il imagine que ça vaudra très cher à long terme, et il a même ce plan un peu fou et un peu nébuleux de faire une banque bitcoin. Et effectivement, ce pari de Bitcoin only, Bitcoin seulement, est assez payant quand on regarde la performance de Bitcoin, là où d'autres, je veux dire, cours de bourse, je pense à celui de Coinbase par exemple, qui a un peu plus de mal, puis c'est pas le même type de business non plus. Donc en ce moment, Bitcoin only, on le voit aussi dans l'ETF Bitcoin, ça fonctionne plutôt pas mal. Ouais. Et ça peut anticiper derrière 2025, et c'est tout le lot de l'émission de dire qu'il y a une saisonnalité avec l'élection américaine, de jouer, on n'a pas de certitude, mais de jouer sur ces facteurs. Et puis la Fed, bien sûr, les banques centrales et les politiques monétaires qui peuvent aussi influencer le cours des cryptos. Peut-être la Chine aussi, la Chine qui multiplie les annonces pour relancer son économie depuis quelques jours. Est-ce que ça pourrait booster les cryptos en l'occurrence, Thibaut? Si les Chinois retrouvent confiance, ils oseront peut-être investir dans les actifs à risque, donc aussi dans les cryptos? Oui, c'est possible. Il y a une partie de ce que vous venez de dire, c'est le fait que il y a potentiellement une confiance qui est en train de revenir de la part des investisseurs, et donc il
une partie de ces capitaux qui pourraient être drivés sur la partie crypto. Il y a aussi beaucoup d'analystes qui estiment que le marché crypto, le marché action traditionnel chinois arrive à un top, il peine un petit peu à performer ces derniers temps et que peut-être qu'il y a une partie de ces capitaux qui va du coup être déplacée vers des actifs plus risqués et les cryptos pourraient récupérer une partie de ces afflux. En plus de ça, il y a des bruits de couloir qui disent que le gouvernement chinois potentiellement serait en train de revoir un peu sa politique et son approche en matière de crypto. Donc tout ça converge un petit peu dans la même direction, qui va plutôt dans le sens des cryptos. Oui. Bon, après, les bourses chinoises, elles ont repris 30% en 3 semaines. Hein. C'est quand même pas mal. Voilà, on va voir si on est au bout du mouvement. Ce sera à suivre, bien évidemment. C'est vos pros des cryptos, chaque semaine, chaque vendredi, à retrouver tout le week-end sur notre chaîne YouTube BFM Crypto. Alors, on parle tout le temps, parmi les banques qui avancent sur les cryptos, de Société Générale. C'est vrai qu'ils ont été et ils restent visionnaires dans cet univers avec leur filiale Forge. Mais BNP Paribas, Stanislas, pointe le bout de son nez, plus discret, moins actif ou pas que Société Générale. En tout cas, BNP Paribas vient de participer à une levée de fonds, la levée de fonds de Cryptown, une société blockchain de tokenisation. Est-ce que c'est une étape significative pour BNP ? C'est une étape symbolique. Et ce qui est intéressant du côté des banques, c'est qu'il y a 2 jambes dans les stratégies des banques. Une jambe tokenisation, c'est-à-dire on va représenter sur blockchain les actifs traditionnels pour avoir l'interopérabilité, s'adresser à un marché un peu plus mondial. Là, aujourd'hui, c'est des silos qui sont fragmentés. Et une deuxième stratégie qui est plutôt vendre de la crypto à ses clients. BNP avance sur cette première jambe de tokenisation en prenant des parts dans la société Cryptown, qui est dirigée par d'ailleurs un vice-président de l'ADAN, Marc Epenekian, qui fait beaucoup au quotidien pour développer l'écosystème. Et c'est vraiment intéressant, cette prise de participation stratégique. Alors, comparaison n'est pas raison, mais c'est un peu comme un BlackRock qui, par ses premiers pas, mettait des tickets dans des boîtes. Je pense notamment à Circle sur un stablecoin ou à Securitize sur ce qu'on appelle une machine à tokeniser quelque part. Donc, j'y vois le fait de mettre un premier pied dans la porte, qui est en l'occurrence d'accompagner Cryptown, qui est une infrastructure de marché qui permet aux petites entreprises d'avoir un marché coté et surtout un marché secondaire. Donc, sur tous les débats économiques en France, c'est même peut-être positif de pouvoir trouver par ce biais-là un moyen d'investir dans les petites structures. Donc intéressant de mettre un premier ticket dans cette structure française qui plus est. Bien sûr, française qui plus est, on en aura besoin, effectivement. Il faut nourrir notre économie, l'investissement aussi, l'un peut nourrir l'autre. Il faut essayer de créer ce cercle vertueux qui en France n'est pas tellement développé, effectivement. Contrairement aux États-Unis. On va parler d'ailleurs des États-Unis, de cette présidentielle américaine. On est à maintenant 25 jours du scrutin. On s'était déjà posé la question, mais la campagne avançant, on peut la reposer. Est-ce que le résultat de la présidentielle, Thibault, pourrait décider à lui seul de l'avenir de la SEC, en tout cas de Gary Gensler, le patron de la SEC? Il semble que oui, que Donald Trump a même une idée de qui pourrait succéder à Gary Gensler? Ouais, en tout cas, si Trump est élu, il semble assez inévitable que Gary Gensler quitte son poste. En tout cas, ça fait partie des promesses, entre guillemets, même si ce n'est pas vraiment des promesses de Donald Trump. Alors, il a déjà des noms qui circulent dans les couloirs. Il y en a un qui plaît beaucoup à l'industrie, qui s'appelle Dan Gallagher, qui est l'actuel directeur juridique de Robinhood, qui est un ancien de la maison, puisqu'il a déjà été commissaire à la SEC. Et il plaît bien à l'écosystème, puisqu'il représente une entité aujourd'hui, Robinhood, qui est plutôt pro-crypto. Lui s'est également déjà positionné publiquement contre la politique de la SEC sur les sujets crypto, donc forcément l'industrie apprécie. Après, il y a plein d'autres noms qui circulent. De mon sentiment, j'ai l'impression que ce soit Harris ou Trump, les jours de Gensler à la tête de la SEC sont moins nombreux devant que derrière, on va dire. Il semble arriver au bout, il ne fait plus l'unanimité dans un camp comme dans l'autre, donc quoi qu'il arrive, ça va être compliqué de maintenir son poste. Et même ses sorties publiques ne respirent pas forcément quelqu'un qui voudrait être discret, qui voudrait garder son poste. Merci messieurs, c'est vos pros les cryptos, tous ces signaux faibles qui vous permettent de garder un coup d'avance sur le marché. Thibault Boutroux nous accompagnait depuis les bureaux de Meria. Merci beaucoup Thibault. Un grand merci à Stanislas Barthélémy qui nous a accompagnés en plateau. Merci Stanislas d'être passé nous voir. KPMG, bien sûr Xavier Fenot pour Interactive Trading. Vos pros des cryptos à retrouver donc sur la chaîne YouTube BFM Crypto. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Bon week-end à tous. BFM Business, BFM Crypto, les pros.